Bonsoir à tous, je suis évidemment très heureux ce soir de vous emmener en balade, effectivement comme l'a dit Bruno, vers une planète qui est presque oubliée. Quand je me suis penché finalement bien sur la documentation, sur les publications, je me suis rendu compte évidemment qu'il y avait eu énormément de travail fait depuis 1962, depuis que Mariner 2 a observé pour la première fois Vénus. Vénus, évidemment, vous connaissez peut-être son autre nom, c'est l'étoile du Berger. Cette étoile du Berger qu'on voit très bien au moment du coucher du soleil en ce moment, c'est vrai, est un point extrêmement lumineux et finalement est le point le plus lumineux du ciel. Et finalement, aujourd'hui, on ne l'observe plus vraiment. Pourquoi ? Parce que quand vous l'observez dans un télescope, vous n'observez pas des détails incroyables, même si c'est très joli de regarder les phases de Vénus. Les sondes spatiales, il y a de nombreuses sondes spatiales qui sont parties, mais on a un gros problème. On a un gros problème sur Vénus. Voilà une magnifique photo prise par la sonde Akatsuki, une sonde japonaise que vous ne connaissez certainement pas, qui a pris effectivement de belles photos ces dernières années. Et vous le voyez sur cette magnifique image, le gros problème, c'est les nuages. C'est les nuages et je pense qu'évidemment, c'est à cause de ces nuages que les scientifiques ne s'intéressent pas plus à cette planète. Alors évidemment, il y en a quand même, je vous rassure, mais c'est vrai que notamment les géologues, moi je suis géologue et j'essaye de retracer l'histoire géologique des planètes, et c'est vrai que malheureusement, ces nuages nous en empêchent. Alors avant de commencer notre voyage, je voudrais vous poser une petite question et vous allez avoir quelques minutes après pour y réfléchir. C'est, imaginez-vous ce que serait le festival d'astronomie de Florence sur une planète qui aurait 50 km de nuages au-dessus de vos têtes. Alors pour ça, je vous laisse en compagnie d'une amie. Une amie qui va nous parler un petit peu de Vénus, mais pas Vénus, la planète. Vénus, comme Gustav Holst l'a ressenti. Bonjour Juliette. Bonjour Sylvain et bonjour au Festival d'Astronomie de Florence. Je suis très heureuse de vous présenter Vénus de Gustav Holst, que notre orchestre, le Rainbow Symphony Orchestra, a eu l'occasion de jouer récemment. Nous sommes un orchestre composé de musiciennes et de musiciens de tous les âges, toutes nationalités et toute orientation amoureuse, réunis par la musique classique autour de projets ambitieux, originaux et de qualité, dont Les Planètes de Gustav Holst. Il a composé cette pièce pour grand orchestre symphonique entre 1914 et 1917. Elle comporte 7 mouvements qui correspondent chacun à 7 planètes du système solaire. Vénus, le deuxième mouvement de cette œuvre, sous-titré « Celle qui apporte la paix », est un mouvement doux et lumineux. Bonne écoute.
Donc voilà Vénus. Vénus, vous voyez, hein, on a presque envie d'y aller ici. Hein. C'est sympa, c'est joli. On pourrait presque s'attendre à y retrouver une petite pâquerette à l'atterrissage. Ça a l'air d'être très sympathique comme planète. Et malheureusement, finalement, effectivement, c'est l'enfer. Voilà la planète Vénus. Cette planète Vénus qui effectivement est la planète jumelle de la planète Terre quand on le regarde. Vous voyez notre diamètre, 12 756 km pour la planète Terre, 12 103 km pour la planète Vénus. Donc vous le voyez, hein, on est vraiment sur deux planètes qui sont quasiment identiques d'un point de vue taille. En fait, Vénus, si on la découvrait aujourd'hui autour d'une autre étoile, on en rêverait, on se dirait qu'elle a la même taille, eh bien si on le verra tout à l'heure, elle a la même densité, on se dirait chouette, voilà une seconde planète Terre. Effectivement, la planète Vénus, eh bien, c'est la deuxième planète du système solaire, elle est à peu près à 100 millions de kilomètres du Soleil, elle est un peu plus proche donc de nous, et naturellement, il va y avoir des divergences. Alors, cette planète Vénus, hein, qu'on soit clair, elle s'est formée comme la planète Terre, mais comme Mars, comme Mercure, comme les autres planètes. Elle a commencé à se former il y a 4,56 milliards d'années. Elle a commencé à se former à partir de ce disque planétaire où il y avait de nombreux débris, de gaz, de morceaux de roche qui ont commencé à s'accréter pour former effectivement ces planètes. Vous le voyez sur ce diagramme ici, vous retrouvez Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Et ici, vous avez, évidemment, c'est un modèle numérique hein, qui vous explique la provenance des roches à partir desquelles on a fait ces planètes. Vous voyez que pour Mercure, globalement, on a rassemblé de la matière très proche du Soleil. Pour Vénus et la Terre, on a rassemblé de la matière allant jusqu'à 5 unités astronomiques, c'est-à-dire 5 fois la distance Terre-Soleil. Donc vous voyez, la Terre et Vénus sont finalement un ramassis de roches qui étaient quand même jusqu'à 5 unités astronomiques. Cette formation de Vénus, comme la planète Terre, comme planète Mars, vous le voyez ici, nous avons le temps ici, le pourcentage de la masse accumulée au cours du temps. L'accrétion planétaire est extrêmement rapide pour toutes ces planètes telluriques, que ce soit pour Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Vous le voyez, en quelques dizaines de millions d'années, on a quasiment la moitié de la planète accrétée, et en 100 millions, l'accrétion est finie. Vous avez quasiment la totalité de la planète formée. Alors, évidemment, comme ça, 100 millions, on se dit, il faut quand même du temps pour former une planète. Mais la planète est quand même gigantesque, une masse quand même qui est impressionnante. Pour vous donner une idée du taux de croissance, c'est quasiment 1 million de tonnes par seconde accrétées. Imaginez-vous une vingtaine de paquebots qui se rentrent les uns dans les autres et on forme à ce moment-là les planètes. Une vingtaine de paquebots à la seconde qui s'agglomèrent pendant des millions d'années pour former les planètes. Donc Vénus, vous le voyez, a commencé finalement fidèle à la Terre, on a accrété, on a formé un objet de 12 000 km de diamètre. Comme la planète Terre, mais aussi comme la planète Mars, naturellement, cette accrétion a ramené énormément d'énergie. Il faisait vraiment chaud à l'intérieur de ces planètes. Il y avait aussi beaucoup d'éléments radioactifs qui commençaient à se désintégrer. Et finalement, Vénus, la Terre et Mars ressemblaient à ça, un espèce d'océan magmatique gigantesque. Et donc, effectivement, Vénus, au début, ressemblait à la planète Terre. À partir de ça, quand vous avez une planète complètement fondue, les liquides qui sont les plus denses, notamment riches en fer, vont migrer au centre de la planète. Et les liquides les moins denses vont former le manteau et la croûte. Et donc, effectivement, comme la planète Terre, Vénus a finalement son intérieur stratifié, avec effectivement un noyau, un manteau et une croûte. Et si vous regardez la densité de Vénus, 5240 kg par mètre cube, on est très proche de la densité de la Terre. Ça veut dire que globalement, Vénus est constituée d'à peu près les mêmes matériaux. On a certainement un noyau de fer-nickel qui est peut-être un tout petit peu plus petit que sur Terre, mais qui est ressemblant. Alors aujourd'hui, la structure de Vénus interne, on ne la connaît pas très bien, parce que vous le savez, on l'a raconté cette semaine, notamment dans le cadre de la mission InSight sur Mars, pour connaître la structure interne d'une planète correctement, il faut envoyer des sismomètres. Aujourd'hui, évidemment, des sismomètres qui ont fonctionné à la surface de Vénus, il y en a eu quelques-uns, mais ça n'a pas permis de finalement comprendre, connaître cette structure interne.
Alors cette planète Vénus, une fois qu'on a dit, ok, elle ressemble à la planète Terre, au niveau roche, au niveau taille, pourquoi aujourd'hui elle est si différente de la planète Terre? Effectivement, eh bien, la planète Vénus, la planète Terre et la planète Mars, si vous aviez le moyen de venir dans le passé, il y a à peu près 4 milliards d'années, vous retrouveriez eh bien, 3 planètes qui se ressembleraient assez. Des planètes extrêmement denses avec une atmosphère très importante, riche principalement en dioxyde de carbone et en diazote. Et aujourd'hui, eh bien, finalement, vous avez 3 planètes complètement différentes. C'est quand même incroyable. À partir de la même matière, eh bien, vous allez avoir une évolution divergente. Avec effectivement une planète Vénus, comme je vous l'ai dit, extrêmement nuageuse, 92 bars de pression. Donc une pression atmosphérique 92 fois plus importante que celle de la Terre. Une température de 460 degrés en moyenne. Et vous le voyez, principalement composée de dioxyde de carbone. Sur Terre, 1 bar, 15 degrés de moyenne, principalement composé de diazote, un peu d'oxygène. Et puis sur Mars, bizarrement, on retrouve quasiment la même composition chimique de l'atmosphère de Vénus. Par contre, vous le voyez, l'atmosphère de Mars est ridicule par rapport à celle de Vénus. Et vous le voyez aussi, moins 63 degrés. Donc vous le voyez, 3 planètes qui étaient très riches en CO2, en diazote. Mais également, et ça on le pense très fortement, même si aujourd'hui il y a encore énormément de travail à apporter, également beaucoup d'eau liquide. Sur Vénus, et ça, c'est pour ça, on doit aller étudier Vénus, parce que le passé de Vénus devait ressembler à celui de la planète Terre et de la planète Mars. Sur Mars, on le sait aujourd'hui, il y avait des rivières, des lacs, des océans. Sur Terre, vous y vivez, donc pas de souci. Eh bien, sur Vénus, on devait aussi avoir à un moment donné beaucoup d'eau à la surface. Je vous redresse le tableau, il y a à peu près 4 milliards d'années, le Soleil primitif était plus petit, il était plus faible en luminosité du fait, à 100 millions de kilomètres du Soleil, il faisait bien plus froid qu'aujourd'hui. Et donc, dans l'atmosphère de Vénus, il y avait des températures inférieures à 100 degrés, rendant l'eau liquide possible. Alors vous allez me dire, c'est sympa ça, cette histoire d'eau, ok, c'est une belle histoire, mais comment on sait ça? Comment on arrive à déterminer qu'il y a eu de l'eau à la surface de Vénus? En étudiant cette eau planétaire, parce que cette eau planétaire qu'on retrouve un petit peu partout dans le système solaire, il existe sous plusieurs formes. Vous avez l'H2O, l'eau normale, avec 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, mais vous avez aussi l'eau semi-lourde, 1 atome d'hydrogène, 1 atome de deutérium et 1 atome d'oxygène, et l'eau lourde, 2 atomes de deutérium et 1 atome d'oxygène. Alors cet hydrogène et ce deutérium, vous le voyez, ce sont 2 frères. Alors que l'hydrogène a 1 proton et 1 électron, le deutérium, lui, va avoir 1 proton, 1 neutron et 1 électron. Donc on est sur quelque chose de très semblable, et vous voyez, vous pouvez faire des glaçons d'eau lourde, et évidemment, dans le mot eau lourde, vous avez le mot lourde, et donc du coup, l'eau lourde est plus dense que l'eau normale. Et donc vous voyez, vous avez un glaçon d'eau normale, un glaçon d'eau lourde, et finalement, ce sont deux liquides à l'état liquide à peu près similaires, sauf qu'effectivement, l'eau lourde est un petit peu plus dense. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que sur les planètes et sur tous les corps du système solaire, on aime bien comprendre, mesurer la quantité de deutérium et d'hydrogène à la surface des planètes. Effectivement, ce rapport de deutérium-hydrogène vous donne une idée de à quoi ressemble l'eau sur les surfaces planétaires. Sur Terre, vous le voyez ici, vous avez un rapport D sur H à peu près de 10-4, ça veut dire que vous avez 10 000 fois plus d'hydrogène que de deutérium. Et bizarrement, évidemment, ça fait longtemps qu'on essaye de comprendre l'origine de cette eau à la surface de la Terre. Donc on essaye de mesurer ce rapport D sur H sur les astéroïdes, sur les comètes. Récemment, on a vu que les astéroïdes avaient plutôt un rapport D sur H très proche de celui de la Terre, les comètes un peu différents, et aujourd'hui, on a tendance à croire que l'eau sur Terre viendrait plutôt des astéroïdes.
Dans la formation du système solaire, on pourrait se dire très bien que Vénus et la Terre se sont formés à peu près au même endroit, que les conditions étaient à peu près similaires, et donc on devrait avoir un D sur H à peu près similaire. Eh bien non, les mesures des différentes sondes ont montré que ce rapport D sur H, eh bien il était là. Il est 100 à 200 fois plus important. Ça veut dire que, eh bien vous le voyez, ce D sur H, ça veut dire qu'il y a qu'on a perdu beaucoup d'hydrogène durant l'histoire. Alors qu'est-ce que ça fait de perdre de l'hydrogène? Eh bien l'hydrogène, on le rattache évidemment à l'eau. Et si cet hydrogène est parti, eh bien vous le voyez, ce H2O, une partie va être décomposée en H, qui va pouvoir s'échapper dans l'espace, et l'oxygène va rester ou une partie va s'échapper. Et puis le deutérium, lui, comme il est plus lourd, eh bien naturellement, il va avoir tendance à rester sur la planète ou à pas totalement s'échapper. Du coup, au cours du temps, eh bien, si vous avez ce rapport de D sur H très important, cela veut dire qu'il y avait beaucoup d'eau à un moment donné, que l'hydrogène est parti dans l'espace et que le deutérium, lui, est resté à la surface de la planète. Alors vous allez me dire, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire typiquement? Eh bien, si on fait un petit exercice de pensée et qu'on ramène finalement notre rapport D sur H ici, proche de la Terre, eh bien, on s'aperçoit finalement qu'il faudrait, qu'en tout cas, qu'il y avait un volume de quelques dizaines à centaines de mètres d'épaisseur à la surface de Vénus qui a disparu. C'est-à-dire que cette perte d'hydrogène correspond à cette quantité d'eau liquide à la surface de Vénus. Donc, cette anomalie du D sur H est extrêmement importante sur Vénus parce que grâce à ça, eh bien, on arrive à se dire qu'il s'est passé un phénomène extrêmement important à la surface de Vénus vis-à-vis de l'eau. Effectivement, à une époque, eh bien, je vous l'ai dit, les conditions sur Vénus étaient un peu plus sympas, il faisait un peu plus froid, mais au fur et à mesure que le temps passait, le Soleil a commencé à grossir. Et comme il a grossi, eh bien, naturellement, le flux solaire a augmenté, par effet de serre, la température a augmenté, et du coup, les océans qui étaient à la surface se sont évaporés. Et à ce moment-là, les molécules d'eau sous forme de vapeur ont commencé à s'élever par convection atmosphérique. Et ces molécules qui se sont retrouvées très haut dans l'atmosphère, liées notamment à l'action des rayons UV, eh bien, s'est photodissocié en 2 atomes d'hydrogène et en oxygène. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on est capable de voir ça, de mesurer ça? Et pourquoi, aujourd'hui, ces atomes d'hydrogène et d'oxygène ne sont plus dans l'atmosphère de Vénus? Alors, vous le voyez aujourd'hui, sur Terre, eh bien, on a un champ magnétique. Et ça, c'est encore une grosse différence avec la planète Vénus. Effectivement, Vénus n'a pas de champ magnétique. Sur Terre, ce champ magnétique nous protège complètement du vent solaire. Ce vent solaire arrive et ce bouclier empêche les interactions, des fortes interactions entre le vent solaire et les molécules de notre atmosphère. Sur Vénus, dès 1962, on est allé sur Vénus, on a mesuré l'absence de champ magnétique. Par contre, on s'est rendu compte que le vent solaire rentrait en interaction directe avec ce qu'on appelle l'ionosphère autour de Vénus. Il y avait une onde de choc de ce vent solaire, et vous voyez, vous formez une petite magnétosphère, où à ce moment-là, dans cette magnétosphère, il va y avoir beaucoup d'ions qui vont être libérés de l'atmosphère. Et donc, par l'interaction du vent solaire, il va y avoir des ions d'hydrogène, d'hélium, d'oxygène qui vont partir dans le système solaire. Et la sonde Vénus Express, récemment envoyée par l'ESA, par l'Agence spatiale européenne, eh bien, a fait une mesure extrêmement intéressante. Elle a réussi à mesurer l'échappement atmosphérique. Elle a réussi à mesurer combien d'hydrogène et d'oxygène arrivaient à se libérer par cette interaction. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 2 fois plus d'ions H que d'eau qui s'échappait à cause de ce vent solaire. Et donc effectivement, cette observation est totalement cohérente avec la libération des molécules d'H2O qui auraient été photodissociées. Donc vous le voyez, vous aviez à une époque beaucoup d'eau liquide. Par augmentation de température, l'eau s'est photodissociée par les UV. Et à cause du vent solaire, ces ions sont partis dans l'espace. Alors ça, c'est quand même une très grosse différence avec la Terre, c'est l'absence de champ magnétique.
Et ça, c'est une grande question. Je ne vais pas vous donner la réponse ce soir, je vais vous donner des pistes, évidemment. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas la raison pour laquelle, forcément, une planète a un champ magnétique plus qu'un autre. Ça, on ne sait pas aujourd'hui. En effet, sur la planète Mars, aujourd'hui, la planète Mars n'a pas de champ magnétique. Et par contre, dans les roches martiennes, il y a 4 milliards d'années, les roches martiennes ont enregistré un champ magnétique primitif. Ça veut dire qu'à une époque, sur Mars, il y avait, comme sur Terre, un champ magnétique. Et puis, à un moment donné, sur Mars, il a également disparu. Sur Terre, ce champ magnétique, il est là, il existe, heureusement pour nous. Alors, les raisons du champ magnétique, on les connaît quand même en grande partie, notamment par la présence d'un noyau liquide externe qui tourne autour d'une graine de fer solide. Et puis, ce noyau liquide, en fait, tourne tout simplement parce que la Terre tourne également en à peu près 24 heures. Donc, évidemment, ce champ magnétique est certainement relié directement à la rotation de la planète sur elle-même. Et c'est là, évidemment, où il va y avoir une grande différence avec Vénus. Parce que si vous regardez la période de rotation de la planète Vénus, eh bien, vous le voyez, sur Terre, on tourne sur nous-mêmes en 23h56. Sur Vénus, on tourne en 243 jours. Et si je compare la vitesse de rotation des deux planètes, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose sur Vénus pendant que la Terre, elle bouge tranquillement. Et j'accélère ma Terre, et là, ça commence à bouger gentiment. Donc vous le voyez, cette planète Vénus, aujourd'hui, tourne en 243 jours sur elle-même. Et donc, du coup, le fait qu'elle tourne très lentement est certainement une explication pour laquelle, s'il y a un noyau liquide à l'intérieur qui ne tourne pas d'une bonne manière autour de la graine solide et que du coup, on n'a pas de champ magnétique sur Vénus. Donc cette proposition, elle existe depuis un bon bout de temps, mais c'est ce qu'on a de mieux, même si récemment, une étude a montré que la présence d'un champ magnétique sur une planète était peut-être directement reliée aux impacts géants. Vous le savez, sur Terre, il y a eu un impact géant qui a créé la Lune. Sur Mars, il y a eu de très gros impacts. On a notamment le bassin Utopia qui fait 4000 km de diamètre sur Mars. Donc on sait qu'il y a eu de très gros impacts. Sur Vénus, aujourd'hui, on n'a pas la preuve qu'il y a eu de gros impacts à la surface de Vénus. Alors oui, vous avez dû avoir un bombardement important, mais cette étude montre qu'il faut des objets de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres pour provoquer éventuellement un champ magnétique à l'intérieur de la planète. En fait, au moment de l'impact, vous allez modifier tellement la planète que vous allez mettre en mouvement le noyau liquide autour de la graine solide. Donc, cet impact serait peut-être finalement une chose très importante pour lancer le champ magnétique à la surface d'une planète. Alors vous allez me dire, oui, mais Vénus, juste avant, vous nous avez montré que Vénus tourne dans le sens inverse des autres planètes. En effet, la Terre, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que Vénus, elle tourne, certes très lentement, mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et beaucoup de personnes pensent que la planète Vénus a connu un basculement total de sa planète et donc entraînant à ce moment-là une rotation inverse sur elle-même. Et ce que vous allez lire si vous tapez « rotation ce soir » sur Wikipédia, on va vous dire « oui, Vénus a connu un impact géant qui a fait basculer la planète sur elle-même ». Alors, évidemment, s'il y a eu un impact géant, cette histoire-là d'impact à la surface, ça ne marche pas. Sauf que depuis quand même quelques années, notamment Jacques Lascar de l'Institut de mécanique céleste a démontré qu'il n'y avait pas besoin d'un impact pour faire basculer la planète de 180 degrés. En effet, la planète Vénus, il y a 4 milliards d'années, tournait très certainement comme la planète Terre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du Soleil. Et donc on avait une rotation qui était presque normale, comme celle de la planète Terre. Et puis, à un moment donné, évidemment, comme Vénus est quand même très proche du Soleil, vous allez avoir des effets de marée très forts qui va provoquer un ralentissement de la rotation de la planète sur elle-même.
On va ralentir tellement la planète qu'à un moment donné, en fait, Vénus va être synchrone avec le Soleil et elle va toujours montrer la même tête. Et donc, du coup, Vénus va faire un tour sur elle-même pendant qu'elle fait un tour autour du Soleil. Alors, je ne vous l'ai pas dit, la planète Vénus fait un tour autour du Soleil en 224 jours. Donc, à une époque, certainement, vous avez cette synchronicité. Et puis, il a été démontré que l'atmosphère, cette atmosphère très importante, a rendu instable, finalement, cette rotation de la planète. Et du coup, certainement, à cause de cette atmosphère, on a eu un changement du sens de rotation de la planète, ou alors un basculement de la planète à 180 degrés. Donc ça, on ne le sait pas encore totalement, mais ce sont deux solutions possibles. Et donc, on aurait effectivement, à ce moment-là, autour de 4 milliards d'années, on va dire, eu un changement de sens de rotation. Donc vous le voyez quand même que cette évolution divergente entre la Terre et Vénus, si je le résume en quelques lignes, on avait beaucoup d'eau liquide sur Vénus primitif, et puis à un moment donné, l'eau s'échappe du fait de l'absence de champ magnétique. Pas de champ magnétique du fait de la rotation lente de la planète et potentiellement d'absence d'impact majeur. Et ensuite, une rotation lente rétrograde à cause des effets de marée. Donc vous voyez qu'il faut peu de choses finalement pour faire un passé complètement différent, un futur complètement différent. Alors la grande question, donc je vous ai dit tout à l'heure que oui, il y avait eu beaucoup d'eau liquide certainement à la surface de Vénus. Mais est-ce que ces traces d'eau liquide, on les voit à la surface ? Parce que oui, on arrive à voir à travers les nuages quand même. Il y a eu la sonde Magellan qui était équipée d'un radar, qui envoyait des ondes radio et qui arrivait finalement à voir la surface de Vénus à travers cette couche de 50 km d'épaisseur. Et donc voilà à quoi ressemble la surface de Vénus. Cette surface de Vénus, elle ne ressemble pas du tout à la Lune ou à Mercure, elle n'est pas du tout cratérisée, fortement cratérisée comme le sont ses corps. Vous le voyez aussi, il semblerait avoir une surface assez homogène avec des zones plutôt claires, plutôt orangées. Et effectivement, si on regarde quand même la surface de plus proche, on s'aperçoit d'un processus qui est quand même extrêmement important, c'est quand même il y a de la cratérisation, mais ce sont de petits cratères par rapport à la Lune ou Mercure. Et vous le voyez, sur Vénus, on a environ 900 cratères de plus de 10 km de diamètre. Alors, je ne sais pas si ça vous semble beaucoup, mais si on compte les cratères sur la Lune, on va en compter par dizaines de milliers de cratères de plus de 10 km. Alors, première chose, sur Vénus, il y a une forte atmosphère. Donc, on a laissé filtrer que les gros impacteurs. Sur Vénus, il n'y a pas de petits cratères d'impact. Tous les petits cratères d'impact que vous voyez sur la Lune, sur Mars, du fait de l'absence d'atmosphère, n'existent pas sur Vénus. Sur Vénus, on laisse passer uniquement les objets qui vont faire quelques centaines de mètres de diamètre. Donc vous voyez, l'atmosphère joue un véritable filtre et effectivement, on a très peu de cratères par rapport aux planètes. Si je regarde sur Mars, vous voyez, tous les points rouges, ce sont des cratères d'impact. Donc on a sur Mars plus d'1 million de cratères de plus de 100 mètres de diamètre. Donc c'est une surface beaucoup plus cratérisée, mais c'est surtout sur Mars, c'est une surface surtout beaucoup plus ancienne que la surface de Vénus et la Terre. Pourquoi c'est une surface plus ancienne ? Tout simplement parce que sur Mars, la surface martienne a été peu modifiée depuis 4 milliards d'années. Depuis 4 milliards d'années, les impacts arrivent à la surface de Mars. Sur Vénus, s'il y a peu d'impact, c'est qu'il s'est passé quelque chose à la surface, comme il se passe d'ailleurs à la surface de la Terre. Sur la Terre, vous avez 190 cratères d'impact. C'est évidemment beaucoup plus faible que sur Vénus et sur Mars. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout simplement que la surface de la planète Terre se renouvelle en permanence. Et sur Terre, vous le savez, elle se renouvelle en permanence. Pourquoi ? Notamment à cause de la tectonique des plaques. Depuis 4 milliards d'années, la surface de la Terre se renouvelle, et donc on crée de nouvelles roches, et donc du coup, on va faire disparaître tous les anciens cratères d'impact. Sur Vénus, il y a des cratères, et ces cratères sont évidemment distribués sur les différents continents que vous allez voir à la surface de Vénus.
Alors Vénus, vous le voyez, hein, une petite animation qui vous montre certaines zones ici qui sont très faillies parce qu'il y a beaucoup de tectonique, pas de tectonique des plaques, mais beaucoup de tectonique. Vous allez avoir en rouge ici des zones très hautes qui vont s'élever jusqu'à 10 km d'altitude, des zones très basses qui vont être à peu près à moins 3 km d'altitude. Et donc, cette planète qui montre quand même un visage tout à fait intéressant géologiquement parlant. Malheureusement, pour l'instant, on ne comprend pas vraiment ce que sont tous ces terrains. On a des pistes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères derrière tous ces terrains parce que, eh bien, tout simplement, on n'a pas envoyé autant de sondes sur Vénus que l'on a fait sur Mars. Alors, sur cette... si j'y arrive, hop, voilà. Si on regarde une carte géographique de la planète Vénus, une carte topographique, eh bien, vous le voyez, nous avons donc ici, je vous l'ai dit, les points hauts, toutes ces zones-là, qui vont arriver jusqu'à 10 km d'altitude, et puis les points bas ici, à moins 3 km. Et donc on va avoir effectivement ce qu'on appelle les terras, ici, et puis les planitia, les plaines, en contrebas. En regardant les cratères d'impact à la surface de tous ces terres, eh bien, on va pouvoir dater les surfaces en regardant quels sont les terrains qui ont le plus de cratères ou de moins de cratères. Et on s'est rendu compte, eh bien, grâce à tous ces cratères, déjà que la surface globale avait un âge moyen de 750 millions d'années. Ça veut dire en fait tout simplement que la surface de Vénus est très jeune. Ça veut dire que tous les terrains qui se sont formés il y a 3-4 milliards d'années, eh bien, on ne les voit plus parce qu'ils ont été complètement resurfacés. On verra par quoi, évidemment, mais on ne voit plus ces terrains extrêmement anciens. Alors, ces cratères qui nous permettent de dater ont des têtes un peu étranges. Vous voyez ici un cratère où vous avez des nappes d'éjecta, ici, complètement lobées. Un autre que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Vous le voyez, vous avez un cratère, un lobe, et vous avez une espèce de coulée qui sort du cratère. Alors ça, c'est encore assez mystérieux. On pense qu'au moment du cratère, vous allez avoir des phénomènes de fusion des roches qui n'existent pas sur Terre et qui va provoquer des épanchements de lave. Ça, c'est quand même une réflexion extrêmement intéressante à avoir. Quand vous êtes sur une planète où il fait 500 degrés, vous êtes sur une planète où il fait très chaud et du coup où vous avez une faible différence de température avec la roche en fusion. Et donc effectivement, vous allez avoir, quand vous fondez les roches sur Vénus, vous allez mettre extrêmement de temps à refroidir les roches. Et donc vous allez certainement avoir ces magnifiques coulées de lave qui viennent de ces cratères d'impact. Alors du coup, grâce à ces cratères, on a démontré finalement quand même que les terras étaient plutôt des formations plutôt anciennes, qui auraient un âge de 1 milliard, 2 milliards d'années, et puis les planitia, plutôt des terrains qui auraient plutôt 500 millions d'années. Ça veut dire qu'il y a 500 millions d'années, on avait encore la formation de ces magnifiques plaines volcaniques. Alors, évidemment, quand je vous montre cette carte-là, on a tendance à se dire « Ah bah ouais, ça, c'est les continents, et puis là, j'y mettrais bien des océans ». Effectivement, le parallèle entre la Terre et Vénus est facile à faire. On a l'impression, on a envie de mettre des océans un peu partout ici. Alors, la première chose, la grosse différence entre Vénus et la Terre, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie topographique. Qu'est-ce que ça veut dire, dichotomie topographique ? Vous le voyez, si je prends toutes les altitudes sur la Terre, j'ai deux bosses. J'ai une bosse ici, centrée sur à peu près moins 3 km qui correspond aux océans, et puis une bosse ici, à peu près à 500 mètres, qui correspond aux continents. Sur Vénus, si je regarde la distribution de ma topographie, vous avez seulement une seule bosse. Alors ça, cette formation de dichotomie, on ne sait pas encore trop pourquoi. Alors certains disent, oui, il n'y a pas de tectonique des plaques sur Vénus, du coup, on ne va pas former des océans et des continents. Et ça, c'est certainement vrai. Effectivement, sur une planète active où vous avez de la tectonique des plaques, vous allez former certainement ce plancher océanique et ces continents. Mais si à un moment donné sur Terre, la tectonique des plaques s'arrêtait, on émousserait certainement les continents, on remplirait les océans et finalement, on reviendrait certainement à cette espèce d'état d'équilibre avec juste une cloche pour décrire la topographie d'une planète. Alors naturellement, sur ces zones-là, quand on regarde ces continents qui sont à 12 km d'altitude et ces plaines très basses, on aurait tendance à dire
naturellement, d'un point de vue géologique, qu'ici, vous allez avoir une croûte vénusienne très importante et ici, une croûte vénusienne très fine. C'est effectivement ce qu'on voit à la surface de la Terre. Sur les continents, vous allez avoir une croûte continentale qui va mesurer 30, 40, 80 km d'épaisseur, alors qu'au niveau des océans, vous allez avoir une croûte océanique qui va être très fine, autour de 10 km. Puis une grande différence aussi entre ces continents et ces océans sur Terre, ça va être la nature géologique. Dans les océans, vous allez avoir des roches plutôt de type basaltique, et puis sur les continents, vous allez avoir des roches plutôt de type granitique. Les roches basaltiques étant plus denses, et ce qui va notamment entraîner le passage en subduction des croûtes océaniques sous les continents. Et donc, évidemment, il y a une grande question qui taraude la communauté. Et évidemment, si un jour on envoie une mission spatiale, il faudra aller répondre coûte que coûte à cette question. C'est est-ce que ces zones-là, ce sont des continents? Et est-ce que là, on a plutôt des zones plutôt avec un plancher océanique? Alors la réponse, on l'a pas. On l'a pas je ne vais pas vous cacher, mais il y a quand même des études qui sont encourageantes. Voici ici une étude qui a été faite par la sonde Venus Express. En fait, sur Venus Express, on n'a pas de spectro-imageur qui nous permet d'étudier la minéralogie de surface avec précision. Par contre, on arrive à voir l'émission de la lumière à la surface dans certaines longueurs d'onde. Et on a effectivement regardé l'émissivité de la surface à la longueur d'onde 1,18 micromètres par la sonde Galileo. Et vous le voyez, ici, vous avez l'émissivité, ici, vous avez l'altitude. Et vous le voyez, là où c'est vert pomme, eh bien, ça correspond aux zones où c'est vert foncé. Globalement, ces zones à faible émissivité correspondent aux zones où vous avez des plateaux très hauts. Et cette faible émissivité, eh bien, c'est typique des terrains très riches en potassium. Alors vous allez me dire, super, je suis content. Ces terrains riches en potassium, eh bien, en fait, c'est typique des granites. Et évidemment, certains géologues pensent que tous ces terrains situés à haute altitude sont en fait formés de blocs granitiques. Et donc, on aurait effectivement l'équivalent de nos continents terrestres sur Vénus avec des continents plutôt de nature granitique. Alors vous allez me dire, super, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on insiste là-dessus? Eh bien parce que sur Terre, pour avoir des granites, il faut beaucoup d'eau. En fait, à partir d'un basalte, si vous mettez beaucoup d'eau, vous allez réentraîner la fusion de ce basalte et, on va dire, au premier ordre, vous allez former des granites. Et donc, si on observe des granites sur Vénus, eh bien, cela signifierait qu'il y a eu certainement beaucoup d'eau à la surface. Voilà qui, effectivement, revient à ce que je vous disais au tout début de la conférence avec le rapport d'Essurach. Et donc, ça relance aussi le débat de la possible tectonique des primitives à la surface de Vénus. On a tendance à dire que oui, sur Vénus, il n'y a pas eu de tectonique, sur Mars, il n'y a pas eu de tectonique, mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que, bien souvent, on a des terrains qui sont beaucoup trop jeunes pour le dire. Sur Vénus, là, on a des terrains qui ont 700, 1 milliard d'années. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3-4 milliards d'années? Pareil sur Mars, on a des terrains qui ont 4 milliards d'années. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant les 500 premiers millions d'années. Donc cette tectonique aurait pu très bien exister, notamment si on avait des continents et des zones plutôt de type océanique. Alors la grande question aussi qu'on se pose sur Vénus, qui est quand même la grande différence aujourd'hui, c'est pourquoi la Terre a perdu son CO2 et pas Vénus. Parce qu'effectivement, il y a 4 milliards d'années, je vous le répète, eh bien, on avait finalement une Terre et une Vénus qui se ressemblaient, avec des pressions atmosphériques beaucoup plus importantes que ce qu'on observe aujourd'hui sur Terre. On avait certainement 100 fois, 10 000 fois plus de CO2 à la surface de pression atmosphérique sur Terre que ce qu'on a aujourd'hui. Et vous le voyez, si on recompare les compositions chimiques, eh bien, sur Terre, il n'y a plus du tout de CO2, alors que sur Vénus, eh bien, c'est quasiment que ça. Eh bien, l'explication est liée notamment encore de nouveau à la distance au Soleil et à la température qu'il va faire à la surface. Sur Terre, vous allez avoir une atmosphère très primitive avec beaucoup d'eau à la surface, et à un moment donné, vous allez condenser les océans. Donc vous avez une planète où vous allez avoir beaucoup d'eau liquide à la surface.
En condensant, eh bien, vous allez retrouver une atmosphère primitive, très riche en dioxyde de carbone et en diazote. Et ce dioxyde de carbone, à un moment donné, eh bien, sur Terre, va se précipiter en carbonate. Voilà où est le CO2 atmosphérique de Vénus, enfin, sur Terre, le CO2 atmosphérique terrestre. Il s'est transformé en calcaire. En fait, nos roches carbonées sur Terre, eh bien, sont le résultat de cette captation du CO2 atmosphérique. Et du coup, au cours du temps, le CO2 sur Terre a complètement, quasiment disparu. Vous voyez, on avait un pouillème de CO2 suffisamment après pour le transformer en oxygène par la photosynthèse. Donc vous le voyez, sur Terre, on a eu cette précipitation de carbonate que l'on n'a pas connue à la surface de Vénus. Sur Vénus, on a commencé pareil. On avait du CO2, du diazote. Mais malheureusement, eh bien, comme avec l'augmentation du flux solaire, comme je vous l'ai dit, on a évaporé les océans, parce qu'évidemment, les océans sont nécessaires pour la précipitation des carbonates. Et comme on a naturellement évaporé les océans, on a commencé à faire échapper l'eau, on a rompu le cycle du CO2, et du coup, au cours du temps, par le volcanisme, on a continué à accumuler du CO2. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que le CO2 s'est échappé aussi. Oui, alors il y a peut-être une partie du CO2 qui s'est échappée, mais le volcanisme était certainement encore plus important pour continuer à garder une atmosphère très importante à la surface de Vénus. Et donc au cours du temps, eh bien, la température a augmenté et la pression a augmenté. Alors vous le savez, nous on essaye vraiment de comprendre naturellement les conditions à la surface de Vénus. Les scientifiques aiment bien écrire des ANR, des ERC pendant des heures, des mois, pour essayer d'avoir un peu d'argent. Et du coup, eh bien moi j'ai réussi à décrocher une ERC pour créer un simulateur de conditions climatiques de Vénus. Et donc voilà, c'était un programme que j'ai appelé Vengers Express, et voilà ce que ça a donné. Ça, c'est le résultat de mes expériences récemment. Du coup, voilà le cobaye, Bruno Monflier. Si vous mettez votre four en mode pyrolyse, eh bien, vous arrivez à atteindre exactement la température de Vénus. Donc, vous le saurez si vous voulez faire l'expérience. Donc, je me suis vraiment bien amusé juste avant. Vous voyez qu'après 5 minutes, Bruno Monflier fait la tête. Son vaisseau continue à exister. J'étais très surpris de la solidité du vaisseau spatial, de la capsule. Et vous le voyez qu'au bout d'un certain moment, le petit bonhomme évidemment disparaît complètement, mais l'œuf est encore là, même s'il a explosé et s'il a bouilli. Et il va rester plus grand-chose de l'expérience. Donc vous voyez quand même qu'à partir d'une petite expérience, les conditions de Vénus sont quand même assez incroyables. Vous allez effectivement... Vénus, se poser à la surface de Vénus, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a très peu d'images à la surface. Les composants électroniques que constituent notamment toutes les sondes spatiales sont faites de silicium, et le silicium à cette température, il souffre. Il souffre énormément. Et donc aujourd'hui, par contre, il y a de nouvelles technologies faites en carbure de silicium qui donnent de beaux espoirs dans le futur pour envoyer des sondes toute cette électronique qui pourrait à ce moment-là résister à ces températures. Alors sur Vénus, évidemment, ce CO2, je reviens à mon CO2 qui a fait augmenter la température à 500 degrés, eh bien cette planète, c'est tout simplement lié finalement, c'est la planète des volcans. C'est une planète volcanique extrêmement importante, vous avez des volcans un peu partout à la surface. Il y a eu un recensement de faits grâce aux données Magellan. Vous le voyez que tous les points blancs que vous avez, ce sont des édifices volcaniques. On a recensé plus de 1660 volcans à la surface de la planète Vénus. Alors justement, la surface de Vénus, on a quand même réussi à se poser à la surface de Vénus à plusieurs reprises. Vous avez eu effectivement les Russes avec les sondes Venera, et notamment ces 4 sondes, 9, 10, 13, 14, les sondes 9 et 10 qui ont réussi à se poser en 1975, et les sondes Venera 13 et 14 qui ont réussi à se poser en 1982 à la surface de Vénus. Vous voyez ce paysage extrêmement intrigant, différent selon Venera 13 ou 9. Vous voyez ici des dalles très fines qui vont mesurer quelques centimètres d'épaisseur. Ici, vous voyez plutôt des blocs.
Si on continue sur Vénéra 14 et 10, vous retrouvez également ces dalles. Et naturellement, en quelques dizaines de minutes, les sondes Vénéra ont cessé d'exister et ont cessé d'émettre. Du coup, on n'a pas plus de données que ces quelques images. Cependant, quand même, les sondes Vénéra ont réussi à mesurer la composition chimique des roches à la surface. Vous le voyez, vous avez eu quelques sondes ici qui ont réussi à mesurer la composition en silice, en titane, en aluminium, etc. à la surface de la planète Vénus. Et en fait, quand on regarde ces compositions, ça correspond exactement à ce qu'on connaît à des basaltes. En fait, une grosse partie des roches volcaniques qu'on observe à la surface de Vénus sont des basaltes, sont l'équivalent de nos roches qu'on retrouve au fond des océans. Alors, sur Vénus, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des plateaux très hauts qui correspondent à des espèces de plateaux crustaux. Vous allez retrouver de magnifiques édifices volcaniques. Vous le voyez ici, le volcan Matmos sur Ishtar Terra, quand même haut de 8 km, 500 km de diamètre. On n'a pas d'équivalent sur Terre quand même aussi imposant. Donc, ce sont de véritables monstres d'activité. Et à la surface de ces plateaux crustaux, vous allez également retrouver de nombreuses failles. Il n'y a pas eu de tectonique des plaques, mais je peux vous dire que ça a énormément bougé à la surface de Vénus. Vous avez eu énormément de déformations à la surface de Vénus avec beaucoup de tremblements de terre. Et donc vous avez eu effectivement des endroits où ça s'est étiré, comprimé, et certainement tous ces plateaux crustaux, souvent on les interprète comme à l'origine un point chaud, un petit peu comme l'Islande. Alors évidemment tous ces processus ils sont très discutables parce qu'aujourd'hui malheureusement on n'a pas plus de mesures à la surface de Vénus. Et puis à côté des plateaux crustaux, on retrouve ces plaines volcaniques. Ces plaines volcaniques, vous voyez, très lisses, sur Mars ou sur la Lune, on verrait plein de cratères d'impact. Ici, il n'y a pas de cratère d'impact. Ici, il y en a un très gros qui a réussi à passer à travers l'atmosphère. Et vous voyez toutes ces rides qui sont liées en fait au refroidissement de la lave, des rides compressives qui se sont formées et refroidies à la surface de Vénus. Alors sur ces plaines volcaniques, vous allez retrouver aussi à différents endroits, vous voyez, des attroupements de petits volcans qu'on appelle des petits volcans boucliers et des grappes de volcans. Et vous le voyez sur cette photo, vous allez retrouver à plusieurs endroits des volcans qui vont être très concentrés, très proches les uns des autres. Et puis naturellement, il y a aussi de nombreux édifices volcaniques très étranges. Je ne vais pas les définir et rentrer en détail, mais vous voyez un peu les formes tout à fait particulières que ces édifices volcaniques prennent. C'est ici ce qu'on appelle les pancakes, qui sont des écoulements volcaniques à la surface de Vénus qui vont former ces espèces de cercles bien faits. Ici, vous avez des formations qu'on ne comprend absolument pas. Et puis ici, des édifices qui montrent une énorme déformation tectonique associée. Et puis il y a eu un édifice volcanique qui a été très bien décrit par Pierre Thomas, celui-ci, connu, voilà, je ne sais pas si Pierre est là, mais un bel hommage pour Pierre Thomas, bien décrit dans le Pierre Thomas et al. Que je vous invite évidemment à lire. Sur Vénus, ce volcanisme, il évidemment se montre aussi par de nombreuses vallées volcaniques. Vous voyez ici, ça c'est quand même des volcaniques assez incroyables. Vous voyez l'échelle 10 km, donc des vallées volcaniques de plusieurs centaines de kilomètres de long. Et la largeur est étonnamment grande. Vous allez avoir des vallées de plusieurs centaines de mètres de large. Alors évidemment, quand on a vu ça, on s'est dit c'est simple, ce sont effectivement des anciennes vallées où la lave a coulé. Mais pour tout vous dire, quand on lit la bibliographie, on se rend compte qu'on n'explique pas du tout encore la formation de ces si grandes vallées volcaniques. Certains ont essayé de trouver un autre liquide qui aurait pu couler à la surface de Vénus, mais on n'a pas trouvé. Et effectivement, ces vallées sont encore un mystère, même si quand même elles sont certainement associées au volcanisme. Alors la grande question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a encore de l'activité volcanique ? Parce que naturellement, quand vous voyez toutes ces zones, ces 1660 volcans, on a envie de les surveiller et de voir s'il y a encore de la lave qui sort de ces volcans. Et la sonde Venus Express, il y a très récemment, a étudié deux régions. La région Atla, vous voyez, située sur le plateau,
et ici Idou de Mons qui se situe un petit peu au sud d'un petit plateau. Et ce qu'on a découvert est assez étonnant, même si les observations sont à prendre encore avec des pincettes. Voici Idou de Mons. Idou de Mons, c'est un volcan quand même qui fait 200 km de diamètre, hein, et Vénus Express est capable de mesurer, d'imager la planète en infrarouge et de voir s'il y a des anomalies de chaleur. Et bizarrement, ce Vénus Express a réussi à observer une anomalie de chaleur pile poil à l'est du volcan. Vous voyez, vous avez le volcan, et ici, à l'est du volcan, vous avez une zone très rouge qui semble indiquer une zone plus chaude, des coulées de lave éventuellement. Et ça, c'est quand même une belle observation, même si aujourd'hui, les observations sont remises parfois en cause par les géologues parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a véritablement observé. Toujours est-il quand même que quand on regarde à haute résolution avec ce qu'on a de mieux à la surface de Vénus, on se rend compte que cette anomalie thermique correspond à des coulées de lave extrêmement récentes. Alors on ne sait pas si ce sont des coulées de lave qui viennent de se former ou si c'est des coulées de lave en tout cas très récentes, en dessous desquelles vous avez encore une anomalie de température, mais toujours est-il que sur Vénus, cette zone-là, cette grosse tache rouge que je vous ai montrée auparavant, correspond exactement à cette zone, à ces coulées de lave bien cartées. Donc vous avez le volcan ici, hein, la caldeira. Ici, vous avez l'édifice volcanique et vous allez avoir ces coulées de lave qui vont s'écouler. Et puis une autre zone aussi qui a été étudiée l'an dernier. Vous êtes ici toujours sur un continent, vous avez de grandes failles ici. Sur ces grandes failles, vous allez avoir des petites zones ici en rouge qui sont de petites montagnes, de petits volcans situés à 4 km d'altitude. Et du coup, la sonde Vénus Express, durant ces différents trajets, ont aussi observé s'il y avait des anomalies thermiques. Et bingo, à plusieurs reprises, au niveau de ces rides, de ces failles, vous avez observé des petites taches ici qui montrent des anomalies thermiques qui ne sont pas énormes, mais qui sont là. Et donc, naturellement, aujourd'hui, on pense réellement qu'il y a eu cette activité, qu'il y a encore de l'activité volcanique à la surface de Vénus. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est évidemment envoyer une nouvelle mission qui surveillerait bien mieux cette surface et qui aurait le moyen de voir la haute résolution, de voir les détails, les moindres détails, de pouvoir comparer les images pour voir s'il y a de nouvelles coulées de lave qui sont apparues. Alors, toute cette activité volcanique entraîne évidemment des conséquences sur l'atmosphère de Vénus. Cette atmosphère de Vénus, je vous rappelle 92 bars, vous allez avoir dans cette atmosphère beaucoup de soufre qui va se retransmettre sous forme d'acide sulfurique, avec des nuages d'acide sulfurique, un brouillard d'acide sulfurique. Et naturellement, vous allez avoir une planète qui est extrêmement active. Il faut le dire, la planète Vénus, même si elle tourne sur elle-même en 243 jours, son atmosphère est en super rotation. Elle fait un tour sur elle-même en à peu près 4 jours. Donc en 4 jours, les nuages font le tour de la planète Vénus. Alors si vous regardez bien quand même le profil, ici le profil de température au cours de l'altitude, vous voyez qu'évidemment à 140 km, vous allez avoir des températures proches de zéro. Ici à la surface, on retrouve nos températures de 470 degrés. Et dans cette zone-là, vous allez également avoir des températures autour de 0 à 100 degrés. Ce qui est intéressant, ce qui a été observé l'année dernière par la sonde Akatsuki, c'est qu'il y a des interactions entre les continents qui sont à la surface et l'atmosphère de Vénus. Vous le voyez ici, on a observé une vague bizarre, une espèce de croissant qui n'avait jamais été observé avant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en observant cette vague restait fixe par rapport au relief de la planète. Vous avez la planète qui continue à tourner, qui fait son tour en 4 jours, cette espèce de banane, si je la remets, cette petite banane, elle reste fixe. Ici, vous reconnaissez peut-être un relief que je vous ai montré tout à l'heure, Aphrodite Terra, qui a un relief avec 10 km d'altitude. Vous voyez que les nuages, en fait, s'accrochent à ce relief pendant que toute l'atmosphère de Vénus continue à tourner. Et ça, c'est intéressant parce que
on pense que tout simplement les vents, en rencontrant les reliefs, vont provoquer des turbulences assez extrêmement importantes, va à ce moment-là ralentir l'atmosphère, la haute atmosphère, et on s'est rendu compte notamment que ce ralentissement de l'atmosphère, à terme, va accélérer la rotation de la planète Vénus. Ça, c'est une observation extrêmement intéressante. Du fait du ralentissement de cette atmosphère, la planète Vénus va reprendre un petit peu le dessus, va tourner un peu plus vite. Et ça, on s'en est rendu compte parce qu'effectivement, la sonde Vénus, entre les mesures faites par la sonde Vénus Express et la sonde Magellan et la sonde Akatsuki, vous avez quelques minutes de différence dans la période de rotation de la planète. Donc vous passez, évidemment, on n'est toujours pas loin des 243 jours, mais vous allez avoir une différence de 6 minutes, et donc la vitesse de rotation de la planète Vénus se modifie au cours du climat. Et puis pour finir, naturellement, je parlerai, est-ce qu'il y a de la vie sur Vénus? Alors la question, elle peut faire sourire, parce que à ces températures, on se dit que c'est impossible. Et pourtant, certains exobiologistes iraient bien faire un tour à haute altitude. Je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de 50-60 km, vous avez une zone où vous allez avoir des températures entre 0 et 100 degrés et une pression atmosphérique entre 0,1 et 1 bar. Vous avez ici, à cet endroit-là, finalement, des conditions atmosphériques et de température qui sont très terrestres. Certains exobiologistes pensent que la vie aurait pu apparaître il y a 4 milliards d'années, à l'époque où il y avait encore de l'eau à la surface de Vénus, et puis que s'il y a eu des premières bactéries qui seraient apparues à la surface de Vénus, elles auraient migré vers les hautes couches. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a eu une étude très récente qui est sortie, qui a observé cette zone de Vénus autour de 50 km d'altitude. Et vous le voyez ici, c'est l'atmosphère de Vénus observée dans l'ultraviolet, et pris à deux moments, à quelques minutes d'intervalle, à 12 minutes d'intervalle exactement. On peut jouer au jeu des 7 différences, et vous allez voir que vous avez quelques différences. Effectivement, toutes les zones blanches, c'est les zones qui absorbent plus les UV. Alors évidemment, si vous lisez dans les publications, on va expliquer cette différence d'absorption dans l'UV par le SO2, l'oxyde de soufre, des grains de graphite éventuellement qui existeraient, ou encore différents acides. Et récemment, il y a eu un collègue exobiologiste qui s'est dit « Oui, mais moi j'ai des micro-organismes qui font exactement la même chose, qui absorbent exactement à même longueur d'onde. » Et donc, à ces conditions-là, il explique que potentiellement, il pourrait y avoir des micro-organismes qui vivraient à 50 km d'altitude. Alors évidemment, tout ça est à prendre absolument avec les pincettes, parce que, vous le voyez bien, on n'est quand même pas dans un endroit super sympathique pour développer la vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'y aller, et c'est ce que notamment devrait faire un des vaisseaux, une des missions très, très prochainement, alors, qui est encore dans les cartons, qui n'est pas encore acté. Mais voici VAMP, qui est une espèce de petit drone qui va mesurer quand même quelques dizaines de mètres, qui va venir, qui est un drone gonflable, qui va venir tout simplement voler dans les couches de l'atmosphère, à peu près à 50-60 km, pour justement étudier cette chimie étonnante à des températures, dans des conditions qui ressemblent à celles de la planète Terre. Donc voilà ce on serait capable de faire. Alors aujourd'hui, on attend de voir si ça va être véritablement acté. Ce drone volant pourrait éventuellement voler sur une sonde russe. C'est un drone américain, et la Russie et les Américains pourraient s'associer, notamment sur la mission Venera D, qui éventuellement serait prévue en 2026. Alors au début c'était 2024, 2026, il n'y a encore rien de très clair avec le plan de vol des missions spatiales russes, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, enfin, les agences spatiales ont envie de retourner sur Vénus. Donc Venera D comprendrait un orbiteur, et puis un atterrisseur, et puis éventuellement ce drone automatique qui irait voler à 50 km d'altitude. Alors il n'y a pas que les Russes qui prévoient une mission, il y a la mission Envision. Cette mission Envision, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne.
On espère véritablement qu'elle va avoir lieu parce qu'enfin, on pourrait relancer l'étude de la surface de Vénus. C'est une mission qui est finaliste, qui a été acceptée en finale. Vous savez, quand on choisit une mission spatiale, il y a plusieurs stades. Donc, on va avoir plusieurs dossiers à rendre et à un moment donné, on va choisir les missions qui sont les plus intéressantes. On va essayer de développer leur dossier pour voir si elles sont réalistes. Et au bout d'un moment, eh bien, en 2021, on va sélectionner une de ces missions. Et on espère évidemment qu'Envision va être sélectionnée pour un départ prévu en 2032. Donc voilà, évidemment, notre voyage est terminé. J'espère que vous avez envie d'aller voir un petit peu plus la planète Vénus. Je vous invite vraiment à aller la voir quand même au télescope, à l'imager si vous avez des caméras. Hein. Certains réussissent à faire sortir des détails de l'atmosphère de Vénus. Donc, bonne exploration et continuons à étudier Vénus. Merci.